Je peux le supprimer maintenant, oui. Ça fait... On va y arriver. Alors, moi, je suis Gérard Audibert, donc indépendamment du fait que je suis réanimateur et réanimateur de gens qui sont dans le coma, avec beaucoup de patients qui sont transférés des Vosges, donc vous êtes tout à fait concerné par ce que je peux dire. Je suis également directeur de l'espace éthique régional, donc je ne fais pas partie du comité d'éthique du CHU de Nancy. L'espace éthique régional, il fait justement... Il apporte un soutien en éthique à l'ensemble de la région et particulièrement aux structures qui n'ont pas justement de comité d'éthique, particulièrement dans le médico-social par exemple, ou dans les petits hôpitaux, les gros hôpitaux ayant un comité d'éthique qui leur est propre. Alors qu'est-ce qu'on fait? On fait de la formation, on fait de la documentation, on organise des débats ou on participe à des débats, tout ça en lien avec l'éthique et plutôt évidemment la bioéthique. Et si les établissements ont des questions qu'ils n'arrivent pas à résoudre par eux-mêmes, eh bien, ils peuvent appeler la cellule de soutien éthique de l'espace éthique. L'espace éthique, il a un site internet qui est mentionné ici. Et donc, n'hésitez pas, si vous en avez le besoin, à nous solliciter. Alors, mon exposé sera en deux parties. D'abord, on m'a demandé de faire un focus sur les directives anticipées et la personne de confiance. Et je vais vous expliquer à quel point c'est important si vous voulez faire connaître vos souhaits pour votre fin de vie. Et puis, je ferai un bref focus aussi sur l'actualité de la fin de vie. Ça a déjà été un petit peu évoqué. Et je vais vous dire un petit peu mon regard là-dessus. Alors, les directives anticipées, elles existent depuis la loi Leonetti 2005. Elles ont été modifiées, modulées par d'autres textes qui ont suivi, mais la première idée, c'est celle de la loi Leonetti. Et donc, les directives anticipées, elles expriment votre volonté concernant votre consentement ou votre souhait de voir limiter ou de voir arrêter les traitements dans le cas où vous n'êtes pas capable de vous exprimer. Évidemment que si vous êtes capable de vous exprimer, ben, je vais parler avec vous, je ne vais pas regarder vos directives anticipées. Donc, on est d'accord que quel que soit ce que vous rédigez, si vous êtes capable de vous exprimer, c'est à vous que je m'adresse et je ne regarde pas vos directives anticipées. Dans quelles circonstances on a besoin de directives anticipées, nous autres soignants, dans les situations où les traitements sont estimés, considérés comme étant le fruit d'une obstination déraisonnable? Les ACO, l'obstination déraisonnable, eh bien, ça a été défini par la loi Leonetti, c'est toujours vrai. C'est lorsque ce sont des traitements, alors abusivement c'est marqué soins dans la loi, mais ce sont des traitements qui sont inutiles, disproportionnés ou n'ayant d'autre effet que le seul maintien artificiel de la vie. Ça, malheureusement, il y a des gens qui s'acharnent à vouloir que leurs proches restent en vie. Donc, si vous ne voulez pas que ça vous arrive, rédigez des directives anticipées. Si on est dans cette situation-là, de soins, de traitements inutiles, disproportionnés ou n'ayant d'autre effet que le maintien artificiel de la vie, on peut soit suspendre les soins, soit ne pas les entreprendre. On peut les suspendre, même si ça doit avoir pour effet de compromettre votre vie. Alors, les directives anticipées, c'est un document qui est écrit, daté, signé par son auteur. La loi précise que vous devez mettre votre nom, votre prénom et votre date de naissance. Enfin, déjà, si c'est écrit, daté et signé, ça ira. Vous pouvez utiliser un formulaire qui est sur le site de l'HAS. Vous pouvez l'écrire sur papier libre, ça n'a pas d'importance. En revanche, il y a déjà des cas qui m'ont été décrits de faux, c'est-à-dire de documents qui ne sont pas rédigés par le patient. Donc, il faut absolument que ça soit authentifié et que nous, on puisse l'authentifier. Elles n'ont pas de limitation dans la durée, ça a été changé par le texte de la loi de 2016, ce que je regrette, parce que vos souhaits d'il y a 10 ans, vos souhaits d'il y a 20 ans, ben, ils ont peut-être changé.
Avant, la validité des directives, c'était 3 ans. Maintenant, c'est sans limitation de durée. Je pense que c'est une grosse boulette du législateur. Elles sont révocables à tout moment. Vous pouvez changer d'avis à tout moment, et heureusement. C'est un droit, ça n'est pas une obligation. Vous n'êtes pas obligé de rédiger des directives anticipées. Et les gens qui rentrent en EHPAD ou dont les proches rentrent en EHPAD, de temps en temps, on vous met la pression pour les rédiger pour le proche qui rentre. Non, c'est un droit, ce n'est pas une obligation. Pour autant, c'est un droit que je vous encourage à utiliser quand c'est possible. Alors malheureusement, on est 18 ans après la première loi Leonetti. Eh ben, le terme de directive anticipée est mal connu. Ça, c'est un sondage de 2022, c'est pas très vieux, ça a 1 an. Est-ce que vous connaissez le terme de directive anticipée? 57% disent non. Le terme, je ne vous explique pas, comprennent exactement ce que ça veut dire, mais déjà le terme, 57% disent non. C'est quand même un tout petit peu inquiétant. Un deuxième petit problème, c'est parmi ceux qui connaissent le terme, combien les ont rédigés? 18% des 40%, c'est-à-dire 7%. On est 18 ans après la loi et il y a 7% des gens qui les ont rédigés. Et moi, je peux vous dire que parmi les patients que moi j'ai, eh ben, c'est loin d'être 7%, c'est beaucoup moins. Pourquoi? Parce que parmi les gens qui rédigent leurs directives anticipées, évidemment, il y a des gens qui ont des maladies chroniques. Et moi, je suis réanimateur et la plupart des gens qui arrivent dans mon service, bah, ils ne savaient pas le matin que le soir, ils seraient dans mon service. Parce qu'ils ont eu un accident de la route, parce qu'ils ont fait un AVC, parce qu'ils ont fait un tas de problèmes brutals, ils n'ont pas anticipé. Et donc, ils n'ont pas rédigé leur directive anticipée. Donc, il y a du boulot. Moi, je ne crois pas qu'il y ait une raison de croire que ça va être beaucoup mieux d'ici à quelques années, quel que soit l'effort des pouvoirs publics sur ce sujet. Même si on arrive à 10%, ce n'est pas ça qui va régler le problème. Où est-ce que vous les conservez? 4 très mauvais endroits, vous les conservez. Le médecin traitant, qui est en vacances du 23 décembre au 3 janvier. La personne de confiance, que je ne vais jamais avoir sous la main quand j'en aurai besoin. Un membre de votre famille, pas un très bon choix. Le dossier d'hospitalisation. Alors, vous êtes hospitalisé à Épinal, vous rédigez des directives anticipées, elles sont dans le dossier d'Épinal. Vous avez un accident de bagnole, vous êtes transféré à Nancy, je n'ai pas accès aux directives anticipées qui sont à Épinal. Donc ça, c'est vraiment 4 mauvais endroits. Si vous ne voulez pas que je les trouve, c'est là qu'il faut les mettre. Le meilleur endroit pour les mettre en 2023, encore, c'est sur vous. Quand vous allez rentrer en réanimation, quand vous êtes dans le coma, on va faire ce qu'on appelle l'inventaire de tous vos objets et de toutes les affaires que vous avez. Et si elles sont dans votre portefeuille, on va les trouver. Et là, au moins, je sais qu'elles sont là. Alors évidemment, les pouvoirs publics, ils me disent, ils me rebattent les oreilles de mon espace santé, ma santé 2022. Très bien, excellente idée. Sauf que là, au 2 novembre 2023, moi, médecin du CHU de Nancy, je n'y ai pas accès. Donc, si vous les avez mis dans votre espace santé, eh ben, moi, je ne peux pas y accéder. Ça fait 1 an qu'on nous dit que ça va être demain, mais pour l'instant, je ne peux pas y accéder. Ça, j'espère que ça va se lever, ce problématique. Pour l'instant, croyez-moi, s'il y a un endroit où il faut les mettre, c'est sur vous, dans votre portefeuille. Et ça serait assez intelligent d'informer votre médecin traitant que vous l'avez fait et d'informer votre personne de confiance que vous l'avez fait. Et ça, c'est le même sondage qui demandait aux gens où est-ce que vous préférez garder vos directives anticipées ou en tout cas vos souhaits pour votre fin de vie. Ben, la plupart des gens répondent chez vous, 47% des gens répondent chez vous. Ben non, c'est une très mauvaise idée. À la mairie ou chez le notaire, alors ça, c'est encore une plus mauvaise idée. Et seulement 14% des gens disent chez le médecin ou à l'hôpital, ce n'est pas une excellente idée. Et alors, ce qui est assez intéressant, c'est que sur une base de données numérique et sécurisée, 7%. C'est-à-dire qu'on ne peut pas dire que la confiance, l'accès à mon espace santé va résoudre tous les problèmes. 7% des Français souhaitent
utiliser cette solution. Alors, qu'est-ce que je fais avec vos directives anticipées? Elles s'imposent aux médecins, sauf 2 cas. L'urgence vitale et les circonstances où elles sont manifestement inappropriées à la situation. Je n'ai pas le temps de vous expliquer clairement ce que ça veut dire, on peut revenir dans le débat dessus, il y a une petite jurisprudence sur ce sujet-là. Si j'estime qu'elles ne sont pas appropriées à la situation, j'ai le droit de ne pas les respecter. Et ça n'est pas facile de rédiger des directives anticipées. Ça n'est pas facile, et je le comprends très bien. Il y a 2 circonstances. Vous avez un cancer, encore pire, vous avez une maladie de Charcot, une sclérose latérale amyotrophique, qui est convoquée à tous les débats sur la fin de vie. Pour autant, vous avez une maladie que les années vous ont appris à connaître et dont la fin est à peu près connue aussi, malheureusement. Là, vous avez des directives anticipées éclairées et sur lesquelles je peux avoir confiance. Vous avez réfléchi au sujet et il n'y a pas de problème. Et puis, il y a des directives anticipées qui sont sur un truc que vous fantasmez. Je ne veux pas être intubé. Ça n'a aucun sens. Si vous avez une appendicite aiguë, vous allez être intubé. Ça n'a aucun sens d'écrire « je ne veux pas être intubé ». Je ne veux pas être réanimé. Si vous avez une maladie qui est hyper bornée dans le temps, vous allez être réanimé et dans 2 jours, vous êtes dehors. Quel sens ça a d'écrire de façon floue « je ne veux pas être réanimé ». Et je vous ai marqué un vilain mot anglo-saxon, là, qui est le disability paradox. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que quand vous êtes en bonne santé et que vous imaginez une maladie, vous allez avoir une opinion, mais quand cette même maladie, elle vous concerne directement, votre opinion, elle peut changer. Et elle va changer. Donc un exemple que je cite toujours, vous avez un accident de voiture, vous enroulez autour du platane, vous avez une fracture des vertèbres cervicales, vous êtes tétraplégique, ça veut dire que vous ne pouvez bouger ni les bras ni les jambes. Évidemment, pour tous ceux qui sont en bonne santé dans cette salle, et j'espère qu'ils seront nombreux, vous allez trouver ça horrible. Vous allez me dire, si je suis dans cette situation, je ne veux pas être réanimé. Pour autant, 95% des patients tétraplégiques, le lendemain de l'accident, ils disent la même chose, mais 95% un mois après, ils ont en général complètement changé d'avis. Ce que je vous dis, ça change avec l'âge. Donc, ça vous demande à être modulé en fonction de l'âge du malade. En tout cas, l'HAS, la Haute Autorité de Santé, elle vous propose 2 formulaires pour rédiger vos directives anticipées, qui ne sont pas trop mal faits, mais qui prévoient les 2 options que je viens de vous dire. À gauche, je suis une personne ayant une maladie grave en fin de vie. À droite, je suis une personne n'ayant pas de maladie grave. Donc ces 4 figures sont bien envisagées comme ça par l'HAS. Si vous ne voulez pas rédiger vos directives anticipées, ce n'est pas grave. Mais, il faut absolument que vous désigniez une personne de confiance. Et ça, ce n'est pas un truc de vieux. La fin de vie, ce n'est pas un truc de vieux. J'ai le regret de dire à ceux qui ont moins de 30 ans dans la salle, certes, ils ne sont pas nombreux. Pour autant, malheureusement, ils peuvent finir chez moi et ils peuvent décéder chez moi. Je vous conseille de voir le film, de lire le roman de Mélisse de Kerangal, Réparer les vivants. Vous allez voir que le héros, il a 20 ans et qu'il est malheureusement en mort cérébrale. Donc, désignez votre personne de confiance, quel que soit votre âge. Cette personne de confiance, elle sera consultée pour exprimer votre position, vos souhaits, vos demandes en fin de vie, si vous n'êtes pas capable de vous exprimer. La désignation, elle se fait par écrit sur un formulaire qui est daté et signé par le patient et par la personne de confiance. La personne de confiance, elle doit avoir accepté d'être désignée comme telle. Mais en revanche, les 2 doivent avoir signé un document.
il est hors de question qu'un membre de la famille arrive en disant « Coucou, c'est moi sa personne de confiance ». Ça ne marche pas. Comme si vous arrivez chez le notaire en disant « Coucou, c'est moi l'héritier universel ». Ben non, ce n'est pas comme ça que ça marche. Il y a un testament. Alors, l'actualité sur la fin de vie, elle occupe le devant de la scène. Alors, d'accord, c'est lent, d'accord, mais quand même, il y a quand même beaucoup de choses qui ont été faites depuis 14 mois. Ça traînasse un peu par rapport aux engagements qui ont été pris par le gouvernement, mais ça va arriver. Le projet de loi, il va être connu fin 2023, et la loi, elle va être débattue pendant le premier quadrimestre 2024. Sur cette quadrimestre, disons semestre. Non, mais une fois qu'on aura géré le budget et puis la loi sur l'immigration, normalement, la troisième derrière, c'est celle-là. On nous dit après. Il y a 3 grands groupes qui ont pris la parole dans le cadre. Je me place comme si tout le monde savait les conclusions des différentes réunions qui ont eu lieu jusqu'au mois d'avril, la Convention citoyenne, etc., etc. Je ne vais pas revenir là-dessus. Ce qui m'intéresse, c'est ce qui s'est dit cet été, depuis avril-mai jusqu'à maintenant. Grosso modo, il y a 3 groupes qui se sont exprimés. La population et les usagers, les soignants, les politiques. Les soignants, je vais vous donner qu'un seul exemple, qui est l'Académie de médecine, qui me paraît une position qui est assez correcte, et qui a dit qu'elle souhaitait favoriser une fin de vie digne et apaisée, et répondre à la souffrance inhumaine et protéger les personnes les plus vulnérables. Ils se sont dit opposés à l'euthanasie, mais favorables au suicide assisté, avec une collégialité, etc., etc., exclusion des mineurs pour l'instant, sous réserve d'une souffrance importante et avec un pronostic vital engagé à moyen terme. C'est quoi le moyen terme? Quelques semaines à quelques mois, maximum 6 mois. Les Canadiens, ils ont dit 6 mois dans la loi. On considère que moyen terme, c'est quelques semaines à 6 mois. Moi, je peux vous dire que fixer le pronostic à moyen terme, ce n'est pas très facile. À l'heure actuelle, le court terme, c'est quelques jours, maximum 15 jours. Ça, c'est correct. On est capable de fixer un pronostic à 15 jours. Les autres groupes, c'est la population et les usagers. Je vais prendre l'exemple de France Assos Santé, qui représente l'association d'usagers la plus importante en nombre, qui fait le constat que la loi est méconnue, qu'elle ne répond pas à plein de situations, que l'accession à la sédation profonde et continue maintenue jusqu'au décès est incorrecte sur le territoire français. Et donc, il y a plein de maladies graves dont on n'arrive pas à prendre en charge correctement à la fin de vie. Ils mettent qu'il faut stopper le monologue médical. Et ce qu'ils demandent, c'est que toutes les personnes sur tout le territoire puissent bénéficier d'une aide active à mourir et que cette aide active à mourir soit considérée comme un acte de soins organisé, assisté et pris en charge par notre système de santé. Les politiques, j'ai extrait le rapport d'information du Sénat, juin 2023, dont la Commission des affaires sociales s'est fermement opposée à toute modification de la loi. Alors, c'est le texte le plus mal fait que j'ai lu sur le sujet, parce que ce n'est pas un texte qui réfléchit au sujet, c'est un texte politique. Vous pouvez lire l'introduction à ce texte-là, c'est un texte anti-Macron. Le Sénat est à la majorité les Républicains, et donc l'ensemble du Sénat, l'ensemble de la Commission des affaires sociales s'est opposé à toute modification de la loi. Mais comme le CCNE, comme le Comité national d'éthique, il y a une position divergente et ils l'ont exprimée. Et donc, Michèle Meunier, qui est sénateur socialiste, elle s'est prononcée en faveur d'une ouverture de l'aide active à mourir. C'est important de savoir que la position du Sénat est négative, parce que si jamais l'Assemblée peut voter négativement, ça enterre la loi définitivement, les 2 assemblées sont concordantes. Si les assemblées sont discordantes, commission mixte paritaire, et on discute et on amende le projet de loi. C'est la commission, c'est l'Assemblée nationale qui a terminé. Mais
quand la commission mixte paritaire s'est entendue sur un texte, c'est rare que l'Assemblée nationale aille contre l'avis. Mais ça arrive qu'elle ne soit pas conclusive. Oui, mais je ne pense pas que l'Assemblée nationale sera à 90% contre. C'est sûr que non. C'est sûr que non. Enfin, je m'avance, mais c'est sûr que non. Donc, en gros, à gauche, il y a les gens qui sont pour une extension de la loi avec tout ou partie d'une légalisation de l'aide active à mourir, que ce soit l'euthanasie, que ce soit le suicide assisté. À droite, il y a une partie des gens qui sont contre, une partie des sociétés de médecine, au premier rang desquelles les palliatologues. Et ça, c'est vraiment très ennuyeux, parce que les gens en fin de vie, à moyen terme, ils sont dans les unités de soins palliatifs, ils ne sont pas du tout dans mes réanimations, ni dans beaucoup de services de médecine. Et il y a une partie des politiques qui s'est clairement prononcée contre, effectivement pas Agnès Firmin-Le et pas Olivier Véran. Il y a au moins 2 défenseurs de l'aide active à mourir dans le gouvernement, mais ce n'est pas le cas de tout le gouvernement. Je vous remercie. À la fin. Non, pas la fin. À la fin. Moi, je suis moins grande que monsieur, donc je baisse un peu le micro. C'est à peu près bien audible. Voilà. Donc, Claudine Belaïch, je suis à la DMD, donc l'Association pour le droit de mourir dans la dignité. Et depuis plusieurs années, je participe à la permanence écoute. La permanence écoute, c'est une ligne téléphonique qui a été ouverte en 1996, donc ça fait plus de 20 ans, et qui reçoit les appels d'adhérents et de non-adhérents, on ne le filtre pas. Appel téléphonique, 2 personnes qui sont elles-mêmes en difficulté de santé, souvent parce qu'elles anticipent peut-être une fin de vie à cause de maladies gravissimes, mais aussi beaucoup de leurs proches. Et comme monsieur n'en a pas du tout parlé, je parlerai un peu des proches, parce qu'il me semble qu'on les oublie aussi dans toute la discussion sur la fin de vie assistée médicalement. Beaucoup de choses ont déjà été dites, donc je vais un petit peu changer. Enfin, je n'insisterai pas de la même façon, puisque globalement, sur les directives anticipées, vous avez dit effectivement toute la loi, la complexité, les difficultés d'application, les difficultés des médecins, donc je n'y reviendrai que sur un petit détail. Je vais juste commencer parce que, effectivement, les directives anticipées sont très peu connues. Mais en fait, je crois qu'il n'y a pas que les directives anticipées qui ne sont pas connues, il y a tout simplement les droits du patient. Et les droits du patient, ils ont été écrits et formalisés à partir fin des années 90, 99, 2002, notamment par Bernard Kouchner quand il était ministre de la Santé. Et je vous cite